Bonjour à tous, nous voilà sur un nouveau chapitre, le chapitre 5 du coup, puisque le 4, alors bon, pour le groupe B du coup, vous l'avez pas encore commencé, mais il va être commencé en classe. C'est donc un chapitre de présentiel. Le chapitre de distanciel, du coup, c'est bien le 5. Donc vous voyez que là, on change de thème, ça va vous faire du bien, je pense, à tous. On va parler un peu de matrice. Ça peut faire un peu peur ce mot parce que c'est un mot dont on entend quand même régulièrement parler, surtout quand on parle des gens qui font des maths et qui sont un peu perchés. Et pourtant, bon, vous allez voir, surtout cette première partie, elle est quand même assez ludique puisque c'est très calculatoire. C'est pour ça que je me permets d'ailleurs de vous la faire faire en distanciel. Je pense que vous en êtes largement capable. Donc en fait, vous allez voir qu'on va surtout découvrir finalement, euh, j'allais dire un monde, bon peut-être pas, mais un petit monde en tout cas des mathématiques que vous ne connaissez pas encore avec son propre langage, ses propres notations. Pour cette première partie, on ne verra pas encore beaucoup d'applications. On en verra essentiellement une, mais en fait, après, il y aura des parties 2 et partie 3 qui seront plus ou moins des applications. Bon, il y aura des petites nouveautés au passage à chaque fois, mais ce sera quand même des applications à d'autres domaines. Parce que justement, les matrices, je ne l'ai pas encore dit, ça va être finalement un nouvel outil de calcul. Vous allez le voir assez rapidement d'ailleurs. Bon, au début, on se dit qu'on aurait pu se passer de ça, hein, mais en fait, on verra au fur et à mesure qu'en fait, non, non, c'est très nécessaire même dans certains domaines. Donc ça va être un nouvel outil de calcul qui va être assez puissant pour certains types de problèmes. Et puis, bon, on ne le verra pas cette année, ça, mais pour ceux qui continueront dans le supérieur, c'est aussi puissant pour d'autres choses que les calculs. C'est vraiment tout un pan des maths, en fait, hein, les matrices, qui après débordent sur l'algèbre linéaire, on appelle ça. Voilà, tout ce qui est espace vectoriel, etc., vont s'appuyer sur justement la théorie des matrices. Donc bon, pour l'instant, nous, on n'en est pas là, on fait une initiation, hein, une introduction, on va dire. Mais sachez quand même, hein, sachez-le, que même si là, cette année, on verra qu'une petite partie, c'est quand même un gros morceau. Voilà, et un morceau très important. Alors, donc ce cours-là, je l'ai articulé en me basant sur des problèmes, justement, enfin des problèmes qui ne sont pas bien compliqués, mais en fait avec des exemples, parce que sinon les matrices en soi, c'est assez abstrait, du coup, hein. Donc, pour que vous ayez une petite idée finalement de ce à quoi ça peut ressembler et comment ça peut se manipuler, parce que bon là, on va faire essentiellement des calculs, sauf à la fin du chapitre, mais c'est quand même bien de voir un petit peu dans quel contexte ça peut intervenir. Donc en fait, vous allez voir que le cours, il se base sur, je ne sais plus, il doit y avoir 3 ou 4 problèmes. Et au fur et à mesure des problèmes, on découvre justement le nouveau vocabulaire, on découvre les nouvelles notations, les opérations aussi qu'on peut faire sur les matrices, etc. etc. Voilà, donc aujourd'hui, essentiellement, sur cette vidéo-là, on va déjà découvrir ce qu'est une matrice, comment ça s'écrit, et on va même aller jusqu'à additionner des matrices entre elles, parce que vous allez voir que ça ne pose pas problème. Donc voilà, l'objectif du jour c'est ça, et après bah, vous aurez des exercices justement pour vous exercer là-dessus. Et sincèrement, voilà, ne prenez pas peur, ça devrait bien se passer au moins cette partie-là, mais même le reste normalement. Alors, donc problème 1, justement, bon, c'est un problème qui n'est pas forcément passionnant hein, pour certains d'entre vous, puisque les problèmes de musée, bon, mais néanmoins ça va nous permettre d'introduire un certain nombre de choses. Donc on nous dit, un conservateur de musée souhaite faire restaurer des tableaux, il les a classés par taille et emplacement. Alors ce que j'ai pas dit là, c'est que, enfin si je l'ai écrit, là il a vraiment choisi des œuvres très abîmées, et donc il les a classées, il y a 2 étages dans son musée, le rez-de-chaussée le premier, après il les a classés par taille, petite, moyenne, grande, bon, jusque là ok. Et donc on a la répartition des œuvres selon les tailles et les étages. Et donc justement, bah, dès maintenant on va parler de matrice, parce qu'en fait, une des premières utilisations, je dirais naïves en fait, hein, des matrices, c'est tout simplement de remplacer des tableaux. C'est-à-dire que c'est une autre façon d'écrire des tableaux qui est une façon simplifiée. Donc là, finalement, ce tableau-là, comment je pourrais le résumer autrement? Ben, justement, on va voir apparaître cette notation de matrice. Donc au lieu d'avoir des cases, on va avoir juste des grandes parenthèses. Et à l'intérieur, on va organiser les nombres de la même manière que dans le tableau, avec des colonnes et des lignes. Voilà. Donc ça, c'est une façon, en fait, quelque part, on pourrait dire, de symboliser le tableau, quoi, enfin, de l'écrire de façon plus simplifiée. Donc ça, justement, cette écriture est appelée une matrice. Ça ne servira pas que à réécrire des tableaux différemment, hein. Les matrices, ont déjà, même cette année, on le verra, ça va beaucoup plus loin que ça.
Mais disons qu'une façon de les voir pour la première fois et de les introduire, ça peut être comme ça, puisque là, bon, on a bien l'image finalement, la matrice en tant que tableau. Bon, très bien, donc ça c'est ce qu'on appelle une matrice. Donc vous voyez que là j'ai 2 colonnes, 3 lignes, et ça va s'appeler comme ça aussi dans les matrices, des colonnes et des lignes. Et donc justement, si jamais on voulait s'intéresser, donc c'est la première question, si jamais on voulait s'intéresser seulement aux œuvres à restaurer au rez-de-chaussée, comment on pourrait l'écrire aussi sous forme de matrice? Bon, bah c'est pas bien compliqué. La matrice, on va l'appeler R. Je le dis un peu plus loin en fait, mais bon, c'est pas grave, je vous le dis à l'avance, celle-là on va l'appeler R comme rez-de-chaussée. Et donc en fait, comme c'est la première colonne qui nous intéresse, et bien pareil, on met des parenthèses et on va écrire finalement les nombres de la première colonne. Pour l'étage, on va l'appeler P comme premier étage. Donc je vais avoir une matrice 9, 11, 7. Je range en fait mes œuvres, mais que celles du premier étage. Donc, vous voyez, une matrice, ça peut avoir aussi une seule colonne. Alors qu'un tableau a une seule colonne, on le voit moins souvent, mais ça arrive aussi, bien sûr. Mais voilà, les matrices, en tout cas, aucun souci. Je peux avoir une colonne. Et justement, ces matrices-là sont quand même un peu particulières par rapport aux autres. On les appelle des matrices colonnes, tout simplement. Donc quand il y a une seule colonne, on dira matrice colonne. Si on ne précise pas, ça peut être n'importe quoi. Et après, on va avoir évidemment des matrices lignes. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Bon, là, je crois que j'ai tout dit. Donc justement, question B, on vous demande la même chose. Mais, ah si, pardon, j'avais quelque chose à dire. Non, comment peut-on résumer? Non, c'est bon. J'ai rien dit, pardon. Donc la B, je continue. De la même manière que l'on peut effectuer des totaux dans les tableaux, on peut additionner des matrices. Donc là, justement, on va vous demander d'additionner R et P. Donc si j'étais dans un tableau, j'aurais rajouté une colonne. Tout simplement, j'aurais mis, si j'étais dans mon tableau juste au-dessus, j'aurais mis une colonne totale. Là, on va le faire avec des matrices. Donc en fait, tout simplement, on va dire, eh ben, j'additionne R et P. Vous allez voir, c'est assez intuitif en fait, assez naïf même, je dirais. Voilà, si jamais je veux additionner mes 2 matrices colonnes, bah, tout simplement, je vais additionner les nombres qui sont sur la même position, c'est-à-dire ceux du haut ensemble, ceux du milieu ensemble et ceux du bas ensemble. Donc ça va me donner encore une matrice colonne avec 3 lignes, 10 plus 9, 19, 11 plus 6, 17 et 8 plus 7, 15. Voilà. Donc quand j'additionne 2 matrices, j'obtiens encore une matrice. Simplement, les nombres, alors les nombres qui sont dans les matrices, on va appeler ça des coefficients. Donc les coefficients vont s'additionner 2 à 2 entre eux, à condition qu'ils soient bien sur la même position dans la matrice. Voilà. Ce qui va impliquer un certain nombre de choses, ce qui va impliquer que par exemple, je ne pourrais pas par contre additionner une matrice colonne où il y a 2 lignes avec une matrice colonne où il y a 3 lignes. Puisqu'il faut vraiment, quand on additionne, que les coefficients que vous additionnez entre eux se correspondent. Donc si jamais il manque une ligne, ce n'est pas possible, puisqu'il va y en avoir un qui correspondra à personne. Pareil, si j'ai une matrice avec 2 colonnes et 2 lignes, et l'autre elle fait 2 colonnes et 3 lignes, je ne pourrai pas les additionner. Donc il va y avoir quand même des conditions, même si c'est facile à additionner, il y a quand même la condition que les matrices soient de la même dimension. On va appeler ça dimension, le nombre de colonnes et de lignes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Justement, on a fait le total en fait, par taille. C'est-à-dire que j'ai le nombre d'œuvres petites, le nombre d'œuvres moyennes, le nombre d'œuvres grandes, quel que soit l'étage. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu, donc on obtient la matrice on peut appeler ça de répartition, comme un tableau de répartition, ce serait la même chose. Donc la matrice de répartition des œuvres selon les tailles, indépendamment des étages, selon leur taille. Voilà, donc en gros, les totaux par taille, quoi. Voilà, on obtient les totaux par taille. Bon, très bien. Alors maintenant, si au lieu de s'intéresser aux matrices qui correspondent aux étages, donc rez-de-chaussée, étage, on s'intéresse maintenant aux matrices qui correspondraient aux tailles. Donc si on veut la répartition des œuvres de petite taille, c'est-à-dire combien j'en ai par étage de petite taille. Alors celle-là, on a décidé de l'appeler TP. T comme taille, P comme petite. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir une seule ligne, puisque ça va être la première ligne du tableau. Si je veux toutes les œuvres de petite taille, j'en ai 10 au rez-de-chaussée, 9 au premier étage. Donc je vais mettre 10 et 9. Et vous constatez
que même si j'ai écrit en ligne, je n'ai pas de point-virgule. Je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, hein, mais je vais l'expliquer ça, parce que ça peut ressembler à des coordonnées de vecteurs, par exemple, hein, quand on écrit une matrice. D'ailleurs, les coordonnées de vecteurs, si elles sont écrites en général en colonne, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ça peut être considéré comme une matrice, mais les coordonnées de vecteurs peuvent aussi être considérées comme des coordonnées. C'est pour ça que quand on les écrit en ligne, on met un point-virgule. Là, on parle vraiment de matrices qui ne sont pas du tout des coordonnées, il n'y a pas de repère derrière. Donc, il n'y a pas de point-virgule. Une matrice, vraiment, vous n'aurez jamais de point-virgule, qu'elle soit en ligne, en colonne, en ce que vous voulez. C'est vraiment des nombres qui se suivent avec des blancs, des espaces. Vous n'avez rien entre. Voilà. Et justement, pensez bien que les matrices ne sont pas des vecteurs, même si c'est une colonne ou si c'est une ligne. Ce n'est pas non plus les coordonnées d'un point. Tout ça, il peut y avoir un lien bon, qui n'est pas au programme cette année. Hein. Un lien existe, mais vous n'êtes pas censé le voir comme ça. Voilà. Donc, dites-vous bien que ce n'est pas la même chose, même si on pourrait le croire avec les notations qu'on utilise. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne l'ai pas dit ça non plus, là, entre R et la matrice, je mets un égal. Mais parce que là, c'est vraiment un égal. Quand j'ai un vecteur que j'écris U coordonnées 1, 2, c'est pas égal parce que U, c'est le nom de l'objet géométrique, donc de la flèche, alors que 1, 2, ce sont les coordonnées qu'on lui attribue. Donc en fait, cette notation-là, elle veut juste dire le vecteur U a pour coordonnées 1, 2. Donc c'est pas égal, c'est juste une correspondance. Alors que là, ce qu'on appelle R et ce qu'on note 10, 6, 8, là, c'est bien égal. Bien, on parle bien de deux matrices. Donc on donne vraiment le nom R à la matrice 10, 6, 8. C'est bien le même objet. Donc là, vous pouvez mettre des égales sans problème. Alors, donc, ma matrice des œuvres de petite taille, c'est 10 et 9. Et ensuite, je continue. Les autres, on a dit qu'on les appelait TM pour les moyennes et TG pour les grandes. Bon, pas très original. Hein. Donc, 6, 11 et 8, 7. Pareil. J'essaie de bien les espacer pour ne pas mélanger non plus les nombres. Hein. Voilà, donc j'obtiens trois matrices qu'on appelle, je ne l'ai pas écrit là, mais bon, vous en doutez, vu que j'ai qu'une ligne, on va appeler ça une matrice ligne, justement. Et donc on vous demande qu'est-ce qu'on va obtenir si on additionne les trois. Donc TP plus TM plus TG. Pas de mystère, on fait exactement pareil. Sauf que là, c'est moins visuel parce que vous n'avez pas les étages, justement, comme tout à l'heure, on voyait bien parce que les lignes, elles se correspondaient. Là, il faut juste un peu plus d'imagination, mais ça marche bien. Si je veux additionner mes trois matrices, je sais que je vais obtenir encore une matrice que je vous disais tout à l'heure, qui fera la même dimension, puisque comme je vous disais, on doit additionner les coefficients qui sont sur la même position, donc on récupère autant de positions qu'il y avait au départ dans les matrices. Donc pour la première position, j'ai 10 dans TP, 6 dans TM et 8 dans TG, donc j'additionne les trois. D'ailleurs, je vais peut-être vous écrire le calcul. Et je vais donc faire 10 plus 6 plus 8. Et juste à côté, je vais faire avec la deuxième position, donc 9 plus 11 plus 7. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on aurait fait là aussi dans le tableau si on avait rajouté une ligne totale en dessous des tailles. Non, pardon, ça n'aurait pas été en dessous des tailles, autant pour moi, ça aurait été à côté des étages. Donc on aurait rajouté une colonne, pardon. Voilà, et donc justement, on aurait additionné les... Non, j'avais raison, pardon, je vous embrouille là, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est bien là, total ici. Voilà, si on avait fait le total, on aurait bien additionné ces trois-là et après ces trois-là. Donc c'est exactement ce qu'on fait dans les matrices. Alors que tout à l'heure, on avait fait ce total-là, le total par taille. Là, on fait le total par étage. Je vais y arriver. Alors, donc, parce que je n'ai pas le tableau sous les yeux, du coup, je vous dis, je dis de mémoire, mais voilà, je dis des bêtises. Du coup, si je fais le calcul, ça va me donner pour le premier 10 plus 6, donc 16 et 8, 24. Et pour l'autre, ça va donner 27. Je vais le mettre en bleu. Voilà. Et donc, j'obtiens bien, encore une fois, une matrice ligne avec deux colonnes. Une seule ligne, deux colonnes. Comme les trois matrices que j'ai additionnées. Comme je vous disais, on récupère la même dimension. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai obtenu si je le dis en toutes lettres? Donc, on obtient la matrice de répartition par étage cette fois. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je ne m'intéresse plus à la taille des œuvres. J'ai fait les totaux. Donc, je sais que j'ai 24 œuvres au rez-de-chaussée et 27 œuvres au premier étage. Donc, on obtient la matrice de répartition par étage.
autrement dit les totaux, hein. Voilà, donc ça c'était le petit exemple qui nous a permis, l'air de rien, parce que l'air de rien on a déjà posé pas mal de choses, de voir les notations, quelques mots déjà de vocabulaire, de voir comment on additionne des matrices. C'est pas rien déjà tout ça. Et cette façon d'additionner d'ailleurs va se généraliser à toutes les matrices du moment où vous additionnez deux matrices qui ont bien la même dimension. Alors justement, écrivons bien les définitions. C'est pour ça que j'ai encadré, hein, c'est pour bien séparer donc, les définitions de tout ce qui est problème, exemple. Donc là on généralise. On sort de notre exercice. Alors, donc une matrice de dimension NP, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un tableau, on peut le voir comme ça. Ce n'est pas la seule façon de définir une matrice, mais en terminale, on le définit comme ça pour que ça soit plus parlant, hein, parce que bon, sinon c'est un peu abstrait. Donc c'est un tableau de nombres réels à n lignes et p colonnes. Donc vous voyez, quand on donne la dimension d'une matrice, on donne toujours deux nombres. Et le premier, c'est toujours les lignes, nombre de lignes, et le deuxième, c'est le nombre de colonnes. Vraiment, essayez de vous en souvenir parce que ça ne changera pas. Et voilà, il faut s'y faire. Le premier, c'est les lignes, le deuxième, c'est les colonnes. Il a bien fallu faire un choix. C'est celui-là qui a été choisi. Dites-vous que c'est le... Ouais, non, j'allais donner un moyen mnémotechnique, mais qui n'est pas top, donc non, je dis rien. Voilà, essayez juste de vous rappeler de ça. Ligne d'abord, colonne ensuite. Alors, du coup, si on prend un exemple, si je prends par exemple une matrice de dimension 2, 4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 lignes, 4 colonnes. Donc concrètement, ça va ressembler à un tableau allongé, disons, avec donc 4 emplacements en hauteur, ou sur la, je ne sais pas comment je peux dire, mais 4 colonnes, voilà, c'est plus simple, et 2 lignes. Donc le souci, vous voyez, c'est que si je veux noter la matrice de manière abstraite, je ne sais pas trop comment faire. Alors ce qu'on fait, et ça aussi ça ne changera pas, ce sera toujours pareil, donc essayez de vous y faire, c'est qu'on prend le nom de la matrice, vous voyez c'est grand A. Au lieu de prendre un grand A quand on parle des éléments, donc ce qui est à l'intérieur, on prend plutôt des minuscules, donc on mettra petit a. Et pour dire que je suis en train de prendre première colonne, première ligne, eh bien, je vais écrire à côté du petit a des indices. 1, 1. Voilà, si je mets 1, 1, ça veut dire première ligne, première colonne. Du coup, celui juste à côté, son voisin, ça va être, donc lui toujours sur la première ligne, mais il sera sur la deuxième colonne. Prendre un peu plus de place. Celui ensuite, ce sera première ligne, troisième colonne, et après, première ligne, quatrième colonne. Voilà comment on va noter, comment on va nommer, je dirais, les coefficients d'une matrice, c'est-à-dire les nombres qu'il y a à l'intérieur de la matrice. Pour savoir duquel on parle, on a une manière de faire, hein. On prend à chaque fois la lettre qui correspond à la matrice, et donc en indice, ce qu'on appelle en indice, c'est les nombres qu'on met juste en dessous, comme pour les suites. On aura deux nombres. Le premier, c'est le numéro de la ligne, et le deuxième, le numéro de la colonne. Voilà, et donc si je me mets en dessous, j'ai changé de ligne, cette fois-ci je suis à la ligne 2, donc A, 2 et 1 parce que première colonne. Ensuite celui-là c'est 2, 2, 2, 3 et 2, 4. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais de bien retenir ligne en premier, colonne ensuite, parce que c'est partout pareil. Donc du coup, si je prends un exemple de matrice, alors il faut que je la remplisse, par exemple 1, 7, 9, 7, ouais, 5, 7, 9, pardon. 0, on va mettre un négatif pour que vous voyez que ça peut être négatif. Je vais mettre un nombre à virgule, puisqu'on peut aussi avoir des... On a tendance à mettre que des entiers, mais il n'y a pas que des entiers dans les matrices, hein, il peut y avoir n'importe quoi. Même des complexes, mais on n'ira pas jusque-là, je vous rassure. Voilà, donc si je prends cette matrice-là, par exemple, alors qui c'est A1, 1? Donc 1, 1, c'est première ligne, première colonne. Donc ça va être celui-là. Du coup, c'est 1. Après, si je veux A1, 2, ça va être première ligne, deuxième colonne. Donc cette fois-ci, c'est celui-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? A2, 1. Donc 2, 1, c'est deuxième ligne, première colonne. Donc c'est 0. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Déjà, tout ce qui est vocabulaire et dénomination. Et justement, si on généralise ça, parce qu'on peut aller encore un petit peu plus loin dans la notation, le coefficient de la i-ième ligne et de la j-ième colonne, du coup, je vais le noter A, I pour la ligne et J pour la colonne. Donc ça aussi, c'est une notation assez générique. Et elle est générique à tel point que parfois, au lieu d'écrire justement comme j'ai fait là, je vais mettre une flèche, voilà, au lieu d'écrire comme j'ai fait là toute la matrice, c'est quand même assez long, là encore j'ai que 2 lignes et 4 colonnes, imaginez si j'ai 10 lignes et 20 colonnes, ça existe, hein.
On va peut-être pas s'amuser à écrire toute la matrice comme ça. Donc, pour résumer les coefficients de la matrice, on peut aussi écrire grand A égale AIJ, comme ça. Et en fait, pour préciser combien peut valoir I, combien peut valoir J, juste à côté, on peut écrire que I est compris entre 1 et, alors disons qu'elle a n lignes, et que J est compris entre 1 et P, pour P colonne. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon d'écrire toute la matrice. C'est-à-dire que celle qui est là, juste au-dessus, j'aurais pu mettre AIJ avec I entre 1 et... le nombre de lignes, c'est 2. Donc I entre 1 et 2, et J entre 1 et 4. Voilà. Ça veut dire qu'on balaye toutes les lignes entre 1 et 2, toutes les colonnes entre 1 et 4. Bon, ce n'est pas une notation très utilisée en terminale parce qu'on n'a pas... Enfin, c'est rare qu'on prenne des matrices énormes, donc c'est rare qu'on aille chercher cette notation-là. Mais en revanche, elle est souvent utilisée dans le supérieur, donc autant s'y faire déjà un petit peu. Alors, les définitions. Bon, là, rien de compliqué, c'est des choses qu'on a déjà vues, sauf la toute première, mais c'est pas très compliqué. Lorsque n égale p, c'est-à-dire que j'ai le nombre de lignes égal au nombre de colonnes. Autrement dit, m a autant de lignes que de colonnes. On verra que c'est un type de matrice qui revient souvent, parce que en fait, ce sont des matrices qui ont des propriétés bien agréables, qui sont assez faciles à manipuler, hein, on verra rapidement pourquoi. Et donc celles-là, du coup, elles portent un nom parce qu'elles reviennent souvent. Et donc on les appelle les matrices carrées. Bon, assez facile à comprendre, hein, c'est assez imagé. Justement, j'ai autant de lignes que de colonnes, donc quand je vais l'écrire, je vais avoir l'impression d'avoir une matrice carrée. Voilà, par exemple, une matrice comme ça, j'ai 3 lignes, 3 colonnes, bon, bah, c'est vrai qu'on dirait un carré. Ça ne veut pas dire que les autres, on les appelle des matrices rectangles, hein, je précise. Matrice rectangle, ça n'existe pas. Mais bon, on aurait pu finalement. Hein. Mais en tout cas, matrice carrée, ça existe. Lorsque P égale 1, donc P, je rappelle, c'est le nombre de lignes. Donc là, ça voudrait dire que M n'a qu'une ligne. On dit que M est une matrice... pardon, oh là là, je vous raconte n'importe quoi. P, je ne sais plus ce que j'ai dit juste avant, rembobiner. Donc P, c'est le nombre de colonnes. Je ne sais plus ce que j'avais dit, mais là, on parle bien des colonnes. Donc, n'a qu'une colonne. Excusez-moi. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on dit que M est une matrice colonne. C'est celle qu'on a rencontrée justement dans l'exemple. Et lorsque n égale 1, cette fois-ci, elle n'a qu'une ligne, puisque n, c'est le nombre de lignes. Et donc, dans ce cas-là, on dit que M est une matrice ligne. Voilà. Ça, on l'a déjà dit en fait dans l'exemple. Ensuite, alors on va avoir besoin parfois de savoir si des matrices sont égales ou pas. Alors, on verra pourquoi. Là, j'ai mis cette définition à ce moment-là parce que ça s'y prête bien par rapport à tout notre vocabulaire et tout. Mais bon, on ne va pas l'utiliser tout de suite, mais ça va quand même arriver. Donc, quand est-ce qu'on peut dire que deux matrices sont égales? En fait, elles ne vont être égales que si elles sont strictement identiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'elles aient exactement la même dimension. Bon, ça, je pense que vous en doutiez. Et aussi, il faut que, si je prends deux coefficients qui sont sur la même position, ils soient forcément égaux. Donc, deuxième condition, deux coefficients occupant la même position dans M et dans N sont toujours égaux. En gros, il faut que ce soit les mêmes. Voilà, il faut qu'elles soient superposables, que ce soit exactement les mêmes matrices, sinon je ne peux pas dire que les matrices sont égales. Ça, pour le coup, c'est la même chose que pour les vecteurs. Hein. Les vecteurs, on pouvait dire que c'était égaux à condition qu'ils aient exactement les mêmes coordonnées dans le même ordre. Donc là, c'est pareil. Donc si deux matrices M et N sont de la même dimension, donc là, on va parler de la somme, hein, ça aussi, on l'a déjà dit. La somme des deux matrices existe. Parce que vous vous rappelez, hein, ce que j'expliquais, quand les dimensions ne sont pas les mêmes, justement, la somme n'existe pas, on ne peut pas calculer la somme. Donc déjà, c'est une première remarque, hein, on ne pourra le faire que dans cette condition. Et donc si je suis dans les bonnes conditions, le résultat de M plus N est également une matrice de dimension NP. Donc on ne change pas les dimensions quand on additionne. Obtenu en additionnant 2 à 2 les coefficients qui occupent la même position dans M et N. Dans M et dans N.
Voilà. Bon, déjà, ça nous permet de poser un certain nombre de choses. Alors maintenant, on va reprendre l'exemple pour aller... ouais, même pas... Oui, on va aller légèrement plus loin, parce que, oui, on va rajouter une petite opération. Voilà. Mais sinon, c'est surtout pour consolider tout ça. Alors, on reprend notre histoire du conservateur, là. Alors, le conservateur, finalement, il a un plus gros budget. Et on lui dit que pour chaque taille et pour chaque étage, il peut multiplier par 3 le nombre d'œuvres par rapport à ce qu'il avait prévu au départ, là, le nombre d'œuvres qu'il peut faire restaurer. Du coup, bon, bah, lui, il garde ses œuvres abîmées. Bon, de toute façon, il va les faire restaurer. Puis il va aller voir maintenant dans les moyennement abîmées combien il en a pour voir s'il est possible de faire aussi restaurer toutes les moyennement abîmées. Donc là, le tableau qu'on vous a mis, c'est justement les œuvres moyennement abîmées. Donc il serait à restaurer en plus des précédentes. Donc lui, il en dénombre 12 au rez-de-chaussée qui sont de taille petite, bon, etc., etc. Vous avez le tableau sous les yeux. Bon, donc déjà, première question qu'on vous pose, c'est si on suit donc les recommandations des subventions là, du ministère, combien il pourrait en tout restaurer d'œuvres de chaque type, c'est-à-dire pour chaque étage et pour chaque taille. Et cette matrice-là, pardon, on l'appelle F. Donc, finalement, bah, si je reprends, parce que le ministère lui a dit 3 fois plus que ce que vous aviez pris la première fois par étage et par taille. Donc attention, ce n'est pas le total, hein, c'est vraiment pour chaque taille et pour chaque étage, il a le droit de multiplier par 3. Donc si je reprends mon tableau, bah, finalement ça va être la même, hein, sauf que je vais tout multiplier par 3. Donc à la place de 10, je vais avoir 30, à la place de 9, je vais avoir 27, à la place de 6, 18, etc. Donc je prends la matrice, pardon, elle était là, voilà, M, et je vais tout multiplier par 3. Donc je vais obtenir... alors on avait 10, donc ça faisait 30, après 27, 6 fois 3, 18, après 3 fois 11, 3 fois 8 et 3 fois 7. Voilà, donc si je multiplie tous les nombres par 3, ça me donne ça. Et donc on vous demande en fonction de M, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement 3 fois la matrice M. M, je vous rappelle ce que c'était, je vais la réécrire, hein. C'était justement 10, 9, 6, 11, 8 et 7. Donc ça, vous avez le droit de l'écrire, on ne l'a pas encore vu, mais en fait, on a le droit de multiplier une matrice par un nombre. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement, multiplier une matrice par un nombre? Rien de compliqué, vous multipliez tous les coefficients de la matrice par ce nombre-là. Donc là, vous voyez, 3m, ça veut dire que j'ai pris 3 fois tous les coefficients, donc tout c'est multiplié par 3. Donc bon, au final, rien de transcendant là-dedans non plus, hein. Additionner des matrices, pas de piège, si ce n'est qu'il faut faire attention à la dimension. Multiplier une matrice par un nombre, aucun souci. Alors là, il n'y a même pas d'histoire de dimension. Vous prenez le nombre et vous le multipliez par tous les coefficients qui sont dans la matrice. Et vous récupérez une matrice de la même dimension, hein. On ne change pas la dimension, évidemment. Bon, après, on vous demande d'écrire la matrice des œuvres moyennement abîmées qu'il a recensées. Donc là, ça revient à prendre le tableau qu'on a juste au-dessus et d'en faire une matrice. Donc on va avoir une matrice du même type que M tout à l'heure. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si j'avais écrit qu'elle s'appelait M, cette matrice. Ouais, on va l'écrire là maintenant. Oui, parce que j'ai sous-entendu, mais je l'ai pas... Donc c'est celle-là qu'on a appelée M, hein, pardon. C'était celle du premier tableau, en fait. Voilà, donc M' du coup pour les œuvres moyennement abîmées. Et donc on vous demande que vaut M plus M'. Donc là, en gros, on est en train de faire les totaux sur les deux tableaux. Donc là, vous voyez déjà, on commence à avoir un peu plus d'intérêt à notre outil, parce que pour l'instant, vous pouviez vous demander si vraiment c'était utile d'aller chercher ça. Là, déjà, ça commence à être plus intéressant, parce qu'on est en train d'additionner des tableaux en fait entre eux. Ça se fait, mais c'est pas très pratique quand on a des tableaux. Avec des matrices, finalement, on a les nombres qui sont l'un à côté de l'autre, enfin les uns à côté des autres plutôt. Et du coup, c'est assez simple quand même à faire. Donc j'ai M, c'était celle-là, et j'additionne avec M'. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, j'additionne vraiment position par position, coefficient par coefficient. Donc, première ligne, première colonne, 10 plus 12, 22. Bon, je ne vais pas mettre des couleurs pour chacun, mais c'est pour que vous compreniez. Première ligne, deuxième colonne, j'ai 9 plus 9, donc 18. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, j'ai 6 plus 5, 11. Ensuite, deuxième ligne, deuxième colonne, 11 plus 20, 31, bon, etc. Ensuite, 8 plus 17, 25.
et 7 plus 18, 25. Voilà. Donc je trouve cette matrice-là qui est en fait donc le total enfin en fait on a fait les totaux en réunissant les abîmés et les moyennement abîmés, mais en gardant quand même une répartition par taille et par étage. Bon, et alors maintenant, en se servant de tout ça, il faut répondre à la question qu'on se posait au départ, est-ce qu'il pourra restaurer justement toutes les œuvres abîmées? Bon, celle-là, de toute façon, il veut les restaurer, donc ok. Mais est-ce qu'il pourra aussi restaurer toutes les moyennement abîmées? Alors là, je vais l'entourer en... on va changer la couleur, je vais prendre du rouge. Donc là, en rouge, j'ai le total qu'il a le droit de restaurer, enfin le total, par taille et par étage qu'il a le droit de restaurer. Et là, j'ai ce qu'il voudrait restaurer, puisque ce sont les totaux entre ces œuvres abîmées et ces œuvres moyennement abîmées. Donc finalement, j'ai qu'à voir si celle-là, elle rentre dans l'autre, quoi, enfin entre guillemets, hein, c'est-à-dire si chaque nombre est bien inférieur au coefficient de la matrice F. Puisque si j'ai par exemple, voilà, si je prends le 11 là, donc ça veut dire que j'ai 11 œuvres en tout, donc abîmées et moyennement abîmées, qui sont de taille moyenne et au rez-de-chaussée. Donc là maintenant je vais regarder dans F, combien j'ai le droit de restaurer d'œuvres de taille moyenne au rez-de-chaussée? 18. Donc oui, c'est bon, ça rentre. 11, c'est plus petit que 18. Et donc on le fait pour chacun des coefficients. Pour les première et deuxième ligne, ça marche. Par contre, c'est pour la dernière ligne que là, ça ne marche plus, puisqu'on voudrait restaurer 25 œuvres grandes au rez-de-chaussée et 25 œuvres grandes au premier étage, alors qu'on n'a droit qu'à 24 et 21. Voilà, donc non, il ne pourra pas. Il va falloir qu'il en écarte quelques-unes parmi les œuvres grandes. Pour les petites et les moyennes, c'est bon. Alors, on va écrire tout ça. Donc, les œuvres de taille petite et moyenne pourront toutes être restaurées. En revanche, parmi les grandes, il faudra en écarter, entre guillemets, hein, c'est-à-dire en priver de rénovation. Alors, pour le rez-de-chaussée, on n'a droit qu'à 24, il nous en faut 25, donc il faudra en écarter une au rez-de-chaussée, et l'autre c'est 21 à la place de 25, donc 4 au premier étage. Voilà, donc là on s'est vraiment servi des matrices pour faire des calculs sur des tableaux sans manipuler des tableaux, hein, tout simplement. Donc je ne pense pas que ça vous pose plus de problème que ça. Alors tant qu'on y est, si ça ne vous gêne pas, on va aller remplir. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on va sauter une partie, on va aller remplir juste un petit morceau quelque part, parce que je ne me souvenais plus qu'on le découvrait déjà dans cette activité, donc c'est parfait. Je le changerai de place d'ailleurs plus tard, mais là tant pis, pour cette année ça sera comme ça. Voilà, donc c'est juste avant le grand 3, là, la petite définition. Multiplication d'une matrice par un nombre réel. En fait, c'est ce qu'on vient de faire avec 3 tout à l'heure. Donc tant qu'on y est, on va la remplir, cette propriété, enfin cette définition, au moins ce sera fait. Alors, le produit d'une matrice quelconque par un nombre, et quelconque, hein, donc ça a vraiment marché pour toutes les matrices. Peut-être écrire en bleu, hein, ça ne donne pas très bien le rouge là. Alors, par un nombre réel lambda, on va l'appeler. Je pense que vous connaissez cette lettre, c'est le L en grec, lambda. Quelconque, elle existe déjà, ça c'est une bonne... ce produit, il existe toujours. Et il est la matrice, donc, qu'on notera lambda m. Alors, m, c'était la matrice de départ, je ne l'avais pas écrit. Donc, si je pars de m, que je multiplie par un nombre lambda, j'obtiens lambda m. Et elle est obtenue en multipliant chaque coefficient de m par lambda. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors si on prend l'exemple, justement, ça va vous permettre, je pense, de convaincre les derniers qui n'étaient pas convaincus. Donc si je prends cette matrice A là, qui est proposée,
donc 2 lignes, 3 colonnes, et dimension 2, 3. On me demande 3A. Donc 3A, ça veut dire que je vais devoir multiplier tout ce qui est dans A par 3. Du coup, le 8, il me donne 24. Le moins 2 fois 3, moins 6. 0 fois 3, 0. 15 fois 3, 45. Moins 4 fois 3, moins 12. Et 1 fois 3, 3. Donc bon, rien de très compliqué quand vous multipliez des matrices par un nombre. Des matrices entre elles, ça on verra que c'est nettement plus compliqué, on le verra plus tard, dans pas très longtemps. C'est faisable, hein, mais c'est sûr que c'est plus compliqué. Par un nombre, en revanche, ça ne pose aucun problème. Alors maintenant, pareil, mais je multiplie par 1,5. Donc en gros, je vais tout diviser par 2, ça revient au même. Donc 8, ça va me donner 4. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. 0, ça fait 0. 15, ça fait 15 demi, hein, c'est-à-dire 7,5. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et 1 demi. 1 demi, je vais mettre 0,5. Histoire d'être cohérent, je mets des décimaux partout. Voilà, et ensuite, alors on peut continuer, on peut faire des soustractions, des additions. Je ne l'ai pas dit, hein, mais la somme, la soustraction va marcher pareil, hein, exactement pareil pour les soustractions. Puisqu'une soustraction, c'est rien d'autre qu'une addition de nombres négatifs. Donc, ce qu'on a vu sur les sommes tout à l'heure, ça marche aussi sur les soustractions. Donc justement, si on me demande 1,5 de A moins 3A, ça veut dire que je fais celle-là moins celle-là. Alors on fait attention au sens par contre. Donc, pour les coefficients, donc toujours, hein, j'ai dit, vous prenez les mêmes positions entre elles. Donc 4 moins 24, donc ça va faire moins 20. Ensuite, moins 1, pour une autre couleur, moins 1, moins 6, on fait attention au calcul. Donc moins 1, moins 6, ça va nous faire 5. Ensuite, 0, moins 0, pas de souci, 0. Quelle couleur je peux prendre maintenant? Du rouge. 7,5 moins 45, ça va nous faire moins 37,5. Ensuite, je vais prendre ça, moins 2, moins 12, ça va nous faire 10. Et enfin, 0,5 moins 3, pardon, qui nous font moins 2,5. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Bon, c'est un peu une gymnastique du cerveau, hein, parfois, mais bon, on s'en sort. Après, on verra qu'on pourra s'aider de la calculatrice pour les cas un peu compliqués, mais je vous engage vraiment, tant que vous pouvez, à faire du calcul mental, hein. Je répète, dans le supérieur, vous n'aurez pas la calculatrice, donc franchement, entraînez-vous dès que vous le pouvez. C'est un moindre mal, là. Pour l'instant, c'est pas très compliqué à faire, donc vraiment, essayez de prendre cette habitude, quand vous le pouvez, de faire de tête. Après, des fois, moi aussi, je prends la calculatrice, hein, mais un maximum. A plus 1 demi de A. Donc A, elle est ici. 1 demi de A, elle est là. Donc on va pareil additionner coefficient par coefficient. Bon, je ne vais pas rajouter des couleurs, hein, parce que ça va être illisible. Donc ici, j'ai 4 plus 8, ça fait 12. Ensuite, moins 1 plus moins 2, ça fait moins 3, etc. Donc après, j'ai 0, 22,5, pardon, moins 6. Et le dernier, 0,5 plus 1, donc 1,5. Voilà, donc voilà qui vous fait quelques exemples normalement largement suffisants pour faire après vos exercices et bien consolider tout ça avant de passer à des complications, des choses un peu plus compliquées, disons, derrière. Voilà, puisque la prochaine étape, justement, ce sera de voir comment on multiplie des matrices entre elles. Vous verrez que c'est tout à fait faisable encore, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça posera quand même beaucoup plus de problèmes que les additions, les soustractions et les multiplications par un nombre. Mais bon, déjà, l'air de rien, hein, en une vidéo, en une séance, si on peut appeler ça comme ça, vous savez déjà pas mal de choses sur les matrices. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous laisse cogiter là-dessus et faire vos exercices. Voilà, donc bon courage à tous et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter ou par mail ou bien à venir me voir quand vous êtes en présentiel pour me poser des questions. Aucun souci. Allez, bon courage, à bientôt.